Plutôt stylé, non? Qu'est-ce que t'en penses? Et ça, c'est fait entièrement avec Premiere Pro. Et regarde, si je prends ça, ça va le suivre partout. Et même... Mais c'est trop cool, non? Bah si ça te dit, je te montre comment on fait ça dans cette vidéo. Allez, on est parti. Alors pour information, là je suis sur Premiere Pro CC 2020, version 14.00, mais ce que je vais vous montrer, vous pouvez le faire en principe sur la plupart des versions CC, en tout cas à partir de 2017, ça c'est sûr. Voici les 4 animations que je vais t'apprendre à faire aujourd'hui. Alors la première chose qu'on va faire, c'est ouvrir la fenêtre objet graphique essentiel. Comme tu le sais certainement, avec cette interface, on va pouvoir créer nos animations plus facilement. Alors je rappelle, on peut aller sur Images ou alors dans le menu Fenêtre, Espace de travail et on retrouve Images. Ensuite, on va aller dans Modifier. Alors on va partir sur une première animation basique et petit à petit, on va complexifier les choses. Je vais cliquer sur Nouveau calque et on va prendre l'ellipse. Au moment où je valide, tu vois, le calque s'est bien créé sur la timeline. Alors quand vous faites une animation, moi je vous conseille de créer d'abord la forme finale, la forme fixe, on va dire, de l'animation. Donc sans le mouvement et seulement après, on ira jouer avec les images clés. Donc avec l'ellipse, on va créer la petite cible au bout du call-out. Pour l'instant, on l'a fait très simple, juste un cercle. Donc là, je vais changer la couleur en blanc et puis on va réduire la taille. Alors là, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'est pas possible de fixer l'échelle, de garder l'abscisse et l'ordonnée liées, en tout cas quand on le fait manuellement. Donc il faut le faire un petit peu à l'œil. Je vous conseille de zoomer sur la fin. Vous pouvez également remettre le point d'ancrage au centre. Je vais y revenir dessus au moment des keyframes. Donc là, on a notre cible. Maintenant, il nous faut créer le trait qui va faire le lien entre le cercle et le texte. Pour ça, il y a un super outil, c'est l'outil Plume. Alors il faut bien faire attention qu'aucun calque ne soit sélectionné, sinon la forme ne peut pas se créer indépendamment du calque sélectionné. Ensuite, je fais un point A sur la cible et un point B dans l'espace, un peu plus loin. Alors là, pour l'instant, on a juste un trait ultra fin, c'est normal, le calque de forme est en mode fond, et comme c'est juste un trait, il n'y a pas moyen de contrôler l'épaisseur. Donc nous, dans la fenêtre objet graphique essentiel, on va passer sur le contour et on va désactiver, décocher le fond. Voilà, et puis maintenant, tu peux changer l'épaisseur du contour, généralement 3, 4 ou 5, c'est déjà pas mal. Je dézoome, on a une bonne base. Alors avant de poursuivre, on va renommer nos calques pour y voir un peu plus clair. Ensuite, on va créer un texte. Tu peux aller sur Nouveau calque ou alors sélectionner directement l'outil texte. Ce texte, je peux en faire ce que je veux, je peux modifier sa taille et sa police. Ensuite, pour étoffer un peu l'animation, on pourrait rajouter un fond. Alors là, le texte ressort suffisamment sur le fond noir, mais je vais te le montrer quand même. Sur les dernières versions de Premiere Pro, il y a une fonction pour ajouter un fond directement au calque texte et tu pourras modifier l'opacité et la taille. Donc ça, c'est une première méthode. Maintenant, quand tu fais comme ça, le fond est lié au texte et si tu animes le texte, le fond sera animé de la même manière. Et c'est pas forcément ce que je vous conseille si vous voulez faire des animations plus complexes. La deuxième méthode consiste à créer un nouveau calque de forme. Là, pour le coup, on a besoin d'un rectangle. Alors, le contour est activé. Moi, ça m'intéresse pas, en tout cas pas pour l'instant. Je vais plutôt afficher le fond. Alors, je vais changer la couleur. Je vais le déplacer pour le mettre en position. Alors, tu vois qu'il passe par-dessus mon texte. Pour le passer en dessous, il suffit de le descendre, de descendre le calque en dessous de celui du texte. Ensuite, je peux régler la taille manuellement. On est bien, et puis je vais également le renommer. Alors là, petite parenthèse, tu remarques quand je modifie manuellement les proportions du calque, de la forme, son échelle n'est pas modifiée. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on va pouvoir animer l'échelle et en même temps, on pourra toujours redimensionner la forme parce que ce sont deux paramètres indépendants. Alors là, j'ai quasiment tout ce que je souhaitais dans mon animation. Maintenant, je vais ajuster les positionnements pour que toutes les formes soient reliées.
Voilà, donc là, tout est prêt. Maintenant, on va animer chaque calque, chaque forme et texte qu'on a créé. Je vais commencer dans l'ordre par le début de mon animation. Je veux d'abord qu'il y ait la cible qui apparaisse dans un premier temps. Donc là, pour l'animer, je vais dans Options d'effet. Je vais juste ouvrir le calque concerné. Je vais réduire l'apparence. Ça, j'en ai pas besoin. Et on va y voir un peu plus clair. Et maintenant, il nous faut une idée. Tu peux animer le paramètre que tu veux finalement. Généralement, pour la cible, on la fait apparaître avec une animation d'échelle. Là, c'est ce qu'on va faire. Donc j'active l'image clé de l'échelle, là j'écris une image à valeur 100, ça correspond à mon keyframe de sortie, donc je vais le décaler dans la timeline, et maintenant je vais rentrer la valeur 0, automatiquement une image clé s'est déposée. Là les images clés sont très éloignées, donc l'animation est super lente. Je vais un petit peu les rapprocher, tu peux aussi zoomer pour y voir un peu plus clair. Voilà, j'ai à peu près la bonne vitesse. Maintenant, l'animation est un peu linéaire, le début et la fin sont constants. Si on veut modifier la courbe de la vitesse, tu sais peut-être comment ça marche, on ouvre ce petit chutier, puis on étire les poignées de chaque côté. Moi, j'aime bien étendre la poignée de fin pour que l'animation de sortie soit plus progressive. Donc voilà, très simple, j'ai maintenant mon animation pour ma cible. Alors ensuite, on poursuit avec le trait. Alors là, une chose qui est importante, c'est de bien positionner le début de la droite au centre. Je vous conseille de zoomer à 400% et de placer aussi le point d'ancrage sur le petit carré bleu qui s'affiche quand le calque du trait est bien sélectionné. Ce point, en fait, ça représente chaque extrémité de ce calque de forme. Et le point d'ancrage, pourquoi c'est important? Parce que c'est le point de référence pour toutes les animations. Si je modifie la rotation du trait, par exemple, elle va avoir lieu autour du point d'ancrage. Donc c'est important, si vous voulez qu'on ait bien l'impression que le trait vienne de la cible, de placer le point d'ancrage au centre du cercle. Ensuite, même chose que pour la cible, je déroule les paramètres du calque concerné. Alors là, généralement, on va jouer encore sur l'échelle. Si votre trait est parfaitement horizontal ou vertical, je vous recommande de décocher l'échelle uniforme et d'animer l'un ou l'autre en fonction de la position de votre trait. Là, moi, comme il est en diagonale, je vais garder l'échelle uniforme. Donc même processus, j'active le keyframe, je le déplace puis j'entre la valeur 0. Voilà, c'est parfait. Tu vois tout de suite, on a animé le trait et tu vois, c'est parce qu'on a bien placé le point d'ancrage que l'animation a pris comme point de départ la cible. Alors là, comme l'échelle est uniforme, le trait se modifie dans la longueur mais aussi la largeur. Donc au début, il va être plus fin qu'à l'arrivée de l'animation, mais je trouve que c'est pas un problème, l'animation fonctionne bien. Je vais juste changer l'allure de la vitesse, on essaye de faire quelque chose d'un peu plus organique, moins linéaire, moins robotique. Et puis je vais ajuster aussi le positionnement des images clés en fonction de celle de la cible. Après, généralement, on anime d'abord le fond, puis le texte en dernier. Alors tu as compris comment ça fonctionne. Pour l'instant, on est sur une animation basique, donc je vous crée des animations qu'avec le paramètre d'échelle, mais en fait c'est déjà bien suffisant et tu peux créer des animations vraiment très stylées juste avec ce paramètre. Alors là, tu vois, j'ai animé avec l'échelle uniforme, et là on remarque bien parce que du coup, la partie horizontale et verticale est animée de la même manière. Après, là dans ce cas, comme le fond est positionné bien horizontalement, ça peut être intéressant d'animer que l'échelle horizontale. Et là, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que l'animation est vachement sympa. Alors maintenant, si tu as bien suivi, pourquoi l'animation est partie de gauche? Eh bien parce que c'est là où se situe le point d'ancrage. Si je zoome, on le voit bien, il est à gauche. Si je le place à droite, maintenant l'animation part de droite. Si je le passe en bas, l'animation part du centre et s'étire sur les côtés. Donc tu comprends l'importance du point d'ancrage. Tu peux modifier vraiment très facilement des animations de cette manière. Moi là dans cet exemple, je vais le garder à gauche comme c'est de là que provient le début de l'animation. Maintenant il nous reste plus qu'à animer le texte. Alors moi j'aimerais créer un effet où on a l'impression que le texte s'élargit, s'étire un petit peu sur lui-même. Donc je vais placer le point d'ancrage au centre. On a bien décoché l'échelle uniforme et je vais jouer que sur le paramètre vertical.
Voilà, on vient de créer notre première animation call-out. Tu vois, il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste prendre chaque élément étape par étape. Alors il y a juste une chose que j'avais oublié, c'est de positionner le trait en dessous du calque cible, parce que s'ils sont d'une couleur différente, on aura plus l'impression que le trait parte bien de la cible et moins l'impression d'un montage. Maintenant, si tu as envie de modifier l'emplacement de l'animation, comment ça se passe? Alors si tu veux tout déplacer, tu peux jouer sur le mouvement vectoriel de la position. Mais si tu veux déplacer que le texte avec le fond et le trait, mais pas la cible par exemple, il va falloir faire un petit peu différemment. Je te conseille de grouper le calque du fond et du texte. Ça nous permet d'avoir accès à de nombreux paramètres de position. C'est un peu le même principe qu'une séquence imbriquée dans Premiere Pro. Maintenant, je peux déplacer d'un coup le texte et le fond. Ensuite, il reste à recréer la connexion avec le trait. Donc pour ça, c'est très simple. Rappelle-toi, on utilise l'outil plume pour déplacer un côté du trait. On zoome un peu et on le place précisément. Alors en faisant ça, le point d'ancrage peut avoir bougé un petit peu, donc je te recommande d'aller voir et de le replacer si besoin. Tu remarques l'animation est toujours active, elle n'a pas bougé, on vient de réaliser notre première animation de call-out. Ok, donc déjà, si tu as tout compris, tu as de bonnes bases. On va essayer de faire une deuxième animation un tout petit peu plus complexe, alors on va repartir de zéro. Même procédé, on commence par la cible, je la réduis à la bonne taille. Sauf que cette fois-ci, je vais rajouter un deuxième cercle cible, mais en contour et non en fond. Ça va permettre d'étoffer un petit peu l'animation, de l'ornementer. J'augmente aussi un peu son contour. Voilà, on l'animera tout à l'heure. Ensuite, même chose, avec l'outil plume, je crée mon trait. Je pense à bien le positionner en dessous des calques cibles. Ensuite, pour changer, je vais rajouter un deuxième trait vertical. Je commence aussi à placer un petit peu mes points d'ancrage. Ensuite, j'aime bien créer d'abord le texte et seulement après ajuster le fond. Donc cette fois-ci, je vais créer deux textes. Alors vous pouvez choisir n'importe quelle police. Et pour les fonds, comme pour la première animation, on va créer des calques rectangles que l'on place bien en dessous des textes comme arrière-plan.
Ensuite, avant de faire les animations, je vais placer mes calques dans des groupes. Ça permet d'avoir un panneau plus organisé et ça va être nécessaire pour certains effets qu'on va utiliser. Je vais créer un groupe pour les deux cibles. Je vais mettre les traits dans des groupes séparés et je vais grouper chaque texte avec son fond. Voilà, maintenant on va faire nos animations. Pour les cibles, on va rien changer, je vais refaire des animations d'échelle. Là, l'idée, c'est de décaler les images clés de la cible 1 par rapport à l'autre calque. Pour le trait, c'est la même chose, toujours avec l'échelle uniforme, je vais créer mon animation. Ensuite, le deuxième trait, comme il est vertical, je vais l'animer avec l'échelle verticale. Là, comme je veux que le trait apparaisse du milieu à la fin du premier trait, il faut bien que le point d'ancrage soit placé à cet endroit. Ensuite, pour les fonds, je veux qu'ils apparaissent de gauche à droite. Donc je place les points d'ancrage sur le côté gauche du calque de forme. Puis j'active les keyframes d'échelle horizontale. Je vous recommande toujours de créer un petit décalage quand vous avez plusieurs fonds pour créer en fait une sorte de progression dans l'animation et non que tout se déclenche en même temps. Maintenant, ce que j'aimerais faire pour le texte, c'est qu'il apparaisse de manière masquée et que ça soit le fond qui le révèle. Pour ça, sur les dernières versions de Premiere Pro, il y a une méthode très simple, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo sur les masques justement. Pour que cette méthode fonctionne, il faut avoir fini d'animer les calques de fond. Ensuite, on va dupliquer chaque arrière-plan et on va le placer dans son groupe devant le texte. Après, on va tout en bas des paramètres et on va activer cocher masque avec forme. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Eh bien, on vient de transformer le calque en masque de forme. Et comme il a exactement la même animation que l'arrière-plan, il va masquer le texte quand le fond n'est pas présent sous lui. Donc ça permet d'avoir cet effet de révélation. On peut même étoffer l'animation en ajoutant une toute petite animation de position sur les textes pour créer des mouvements supplémentaires. Et voilà, on aura notre deuxième animation, et tu as vu, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Le dernier exemple que je voudrais te montrer, c'est comment faire un tracking, comment faire un call-out pour suivre un objet. Alors j'ai pris ce plan de mon chat qui s'avance vers la caméra, j'ai repris l'animation qu'on vient de créer et je l'ai juste adapté à cette image. Alors là, il y a deux types de tracking qu'on peut faire avec Premiere Pro. Un tracking où le texte et le fond restent fixes et uniquement le trait et la cible sont en mouvement, ou alors un tracking où toute l'animation est en mouvement. Le texte et le fond conservent ses dimensions par rapport au trait
et à la cible. On va commencer par ce dernier. Là, je veux que l'animation conserve la forme actuelle, donc il va falloir modifier le positionnement du calque entier et non juste d'un seul élément. Pour ça, dans l'option d'effet, tu peux soit animer le paramètre de position dans le mouvement vectoriel, tu vois bien que ça déplace toute l'animation, soit tu peux créer un groupe général dans l'objet graphique essentiel. Et de nouveau, on a accès à des nouveaux paramètres. Perso, je préfère faire ça, ça permet de laisser le mouvement libre, on sait jamais. Ensuite, je vais placer mon curseur au début de mon plan, je vais zoomer dans l'image pour travailler de manière plus précise. Maintenant, très important, quand vous faites un tracking, il faut avoir un élément de référence. Là, on veut avoir la sensation que le call-out suit bien le chat en mouvement. L'effet doit être simultané et lié au mouvement du chat. Donc moi, le point de référence que je vais choisir, c'est son oreille gauche, enfin droite pour nous. Donc je place l'animation au bon endroit et je vous conseille de la déplacer avec le curseur sur le visualiseur, vous allez gagner du temps. On active notre animation. Le premier keyframe est posé, ensuite, voilà, vient l'étape fastidieuse. Là, on est obligé de tout faire manuellement, il n'y a pas d'autre choix sur Premiere Pro. L'idée, c'est d'avancer d'une image et de toujours conserver l'animation sur l'oreille droite. Alors pour te déplacer d'une image, tu peux utiliser la flèche droite de ton clavier, tu vas gagner du temps. Là, il n'y a pas d'option automatique, il faut le faire manuellement pour chaque image du plan. Ah oui aussi, si tu veux modifier l'échelle, pense bien à activer le keyframe et aussi le point d'ancrage, comme il est lié également à l'échelle. Là, je ne le fais pas parce que je veux juste créer un tracking au niveau de la position. Allez, je passe en avance rapide et on se retrouve juste après. Et voilà, je viens de finir le tracking. Bah plutôt cool, non? Et ça, c'est bien fait entièrement sur Premiere Pro. Alors on est d'accord, c'est un petit peu plus long, bien que là ça m'a pris 5-6 minutes, mais sur des petites séquences comme ça, tu peux faire des choses géniales sans passer par After Effects. La deuxième méthode, c'est de garder le texte et le fond fixe dans l'image et de faire le tracking qu'avec le trait. Par contre, là, on va utiliser les cibles parce que sur Premiere, ça va être trop compliqué de garder les deux. Donc je vais rendre le groupe invisible. Ensuite, je place mon curseur à la première image. Avec l'outil plume, en sélectionnant bien le calque du trait 1, je vais déplacer le côté cible sur le chien. Maintenant, l'idée, c'est la même que tout à l'heure. On choisit un élément de référence sur le sujet. Moi, je vais prendre le haut de son oreille. Maintenant, dans l'option d'effet, ce qu'on va animer, ce n'est pas la position, mais un équivalent pour ce calque de forme, c'est le paramètre du chemin. Donc, j'active mon keyframe d'entrée. Ensuite, c'est le même travail, à chaque image, j'ajuste la position du trait avec l'outil plume. Et voilà, l'animation est finie. Alors c'est un autre type de tracking, moi j'ai tendance à préférer l'autre, mais au moins tu sais comment animer le trait si tu veux faire un suivi. Alors là du coup j'ai pas animé la cible, mais on pourrait le faire, c'est juste un peu plus long, il faudrait réanimer de manière séparée la cible sur l'oreille au niveau du trait. Voilà les artistes, ce n'est pas plus compliqué que ça de créer un call-out sur Premiere Pro. Et puis, petite surprise, en complément de ce tuto, je te propose un pack de 40 call-out qui est compatible à la version 2019 et 2020 de Premiere Pro. Là encore, le pack a été créé entièrement sur Premiere Pro, donc tu peux tout modifier les keyframes, la police, la couleur, les formes, vraiment tout, et les adapter à ton image, comme on vient de le voir finalement dans ce tuto. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Également, si tu as trouvé ce tuto trop compliqué, trop rapide, que tu étais un peu perdu, eh bien je te rappelle ou t'informe que j'ai créé une formation complète sur Premiere Pro avec toutes les bases à savoir pour être à l'aise sur le logiciel. Et il y a notamment une partie sur le fonctionnement des animations avec des images clés. Là encore, tu as tous les liens dans la description de la vidéo. Allez, j'espère que ça t'a plu. Ici, derrière la caméra, ciao les artistes.